Alors, historiquement, je vais mentionner la citation du président de la République, Emmanuel Macron, qui, de manière fort maladroite et en prononçant une contre-vérité, a dit Israël devrait respecter les décisions de l'ONU parce que c'est une décision de l'ONU qui a créé Israël. Phrase qu'il a démenti par la suite. Sans doute, mais en tout cas... Il n'a pas démenti. On a mal compris une phrase simple. Voilà. C'est ça. C'est la pensée complexe d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est des haïkus. Il y a 3 mots, mais il y a 18 concepts. Il faut quand même revenir à des choses très simples. L'ONU a décidé en 1947 d'un plan de partage. Bon. Le plan de partage a été accepté par les Juifs. Il a été refusé par les Arabes. Alors, si on remonte avant 1947, évidemment, vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, mais depuis le 9e siècle ou le 10e siècle, cette terre était musulmane, était arabe. » Bon. D'abord, il y a toujours eu une présence juive, parce que le fait qu'il y ait des Arabes n'a pas empêché des Juifs de continuer d'y habiter. Et puis surtout, les Arabes qui y étaient sont aussi des Arabes qui viennent du Golfe, puisque les armées arabo-musulmanes qui ont propagé l'islam se sont installées successivement dans tous les territoires qu'ils ont envahis, en convertissant des gens, en installant des gens qui se sont mariés avec des femmes locales et qui ont enfanté d'enfants musulmans, etc. Donc il y a eu beaucoup de conversions dans ces territoires. Je dis ça pourquoi ? Parce que c'est un des arguments qui est utilisé par les arabo-musulmans qui occupent la Palestine et qui vous disent « Ah oui, mais les juifs qui reviennent, c'est des juifs convertis ». Très bien, mais enfin, il y a aussi des gens qui sont convertis à l'islam et on ne leur reproche pas de s'être convertis à l'islam. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Arabes ont refusé en 1948 le partage de l'ONU. Ils ont dit, nous ne voulons pas de 46% des terres, puisque par la guerre, étant donné que les Juifs sont minoritaires dans cette région, nous pourrons tout récupérer, bouter les Juifs à la mer et récupérer 100% des terres. Et convaincus en cela par les pays arabes environnants, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, eh bien les Arabes ont mené une guerre contre l'État d'Israël, à peine l'État d'Israël déclaré, pour tenter de récupérer les territoires. 4 guerres et 80 ans plus tard, les arabo-musulmans ont perdu. Ils ont perdu les guerres. Ils ont fait une guerre en 1948, ils l'ont perdue. En 1956, ils se sont alliés contre les États-Unis et la France. Israël était du côté des États-Unis et de la France. Ils ont perdu. 67, ils ont perdu. 73, ils ont perdu. Et je ne parle pas des escarmouches et des petites opérations qui a eu lieu en 82 quand Israël est rentré. Donc les Arabes ont perdu la guerre. Bon, eh bien moi je dis vae victis. Quand on mène une guerre pour essayer de tout récupérer et que, in fine, on perd, on ne demande pas la restitution de territoire. Pourquoi ? Ben parce que les arabo-musulmans eux-mêmes ont été des conquérants. Ils ont conquis Constantinople, ils l'ont transformé en Istanbul, ils ont conquis l'Égypte, ils ont conquis plein d'endroits, ils ont converti jusqu'à l'Indonésie. Qui leur demande de restituer ces territoires ? La restitution des terres ne saurait être quelque chose qui est réservé au cas où l'islam les perd. Si l'islam perd des terres et qu'il faut le restituer, dans ce cas-là, l'islam qui a conquis des terres, il faut que l'islam les restitue. Or, ceux qui vous disent les juifs doivent restituer des terres, ils ne vous parlent jamais que Erdogan restitue Constantinople à Istanbul, ils vous parlent jamais de Erdogan qui restitue la mosquée à Sainte-Sophie, etc. Donc, il y a des situations qui sont créées par des guerres, par l'histoire, etc., qui sont figées. Et jusqu'à nouvel ordre, lorsque les armées arabo-musulmanes ont conquis des pays, ça a été des conquêtes définitives. Excusez-moi, mais imaginons que demain, le Hamas se résolve à rendre les otages et à déposer les armes. Est-ce que vous croyez que devant la communauté internationale, Israël va continuer à bombarder? Prendre les otages en dévastant 90% des zones. Certainement pas. Donc en fait, le problème, c'est que le Hamas comme le Hezbollah sont des organisations. Et d'ailleurs, ça a été très bien exprimé, mais verbalement, par Ismail Hanaya avant son élimination, qui disait
il est dans notre intérêt que le maximum de Palestiniens, de femmes et d'enfants meurent, parce que c'est le sang des innocents qui irrigue la cause islamique et la cause révolutionnaire et la cause palestinienne. Donc, je veux dire, l'objet, en fait, la mort de Palestiniens est un objectif du Hamas. Le Hamas ne cherche pas à épargner les vies palestiniennes, il cherche au contraire à les augmenter parce que c'est ça qui va attirer la sympathie du monde. Tu dis, c'est c'est quoi, un continuum adéquat, c'est ça, c'est de l'expression. Un continuum d'oppression qui a mené au 7 octobre. D'accord. Donc, dans ce cas-là, tu justifies que parce qu'il y a eu le 7 octobre... Je ne justifie pas. Je l'inscris dans un contexte. C'est pas la même chose. Laisse-moi te poser la question. Donc, dans ce cas-là, il y a aussi un continuum adéquat de la répression d'Israël suite au 7 octobre. Ce n'est pas une répression. Parce que tu peux pas justifier... Des bombardements aveugles et indiscriminés sur des populations civiles, ça n'est pas une... D'accord, parce que tu crois que si le Hamas et le... Non, si le Hamas et le... Laissez bien parler. Non. C'est scandaleux. Tu vois ce que je veux dire? Et nous avons été les premiers, d'ailleurs oui, la France Insoumise... Nous avons été les premiers à l'Assemblée, c'était en 2018. Nous avions massivement voté contre justement l'envoi d'armes pour l'Arabie Saoudite qui perpétrait des massacres. Donc sur ce sujet-là, nous sommes totalement cohérents et exemplaires. Très bien. Donc, si le Hamas et le Hezbollah avaient disposé des mêmes moyens technologiques et militaires qu'Israël, ça n'est pas le cas. Là, vous faites des whataboutismes. Est-ce que tu crois excuse-moi, mais est-ce que tu crois que le Hamas ou le Hezbollah aurait dit oh là là, on a les moyens, mais on va utiliser que 10% pour pas les blesser. Arrête. Et l'extrême gauche en France ont pris fait et cause pour la cause palestinienne de manière aveugle et monolithique. C'est pas une surprise si je vous dis que la gauche et l'extrême gauche sont majoritaires dans les médias français, notamment les médias du service public. Donc il est évident qu'il y a un parti pris des médias français qui relaie effectivement les thèses et les analyses et la vision des Palestiniens dans l'opinion publique. C'est regrettable, mais ce qui est regrettable, c'est que normalement la déontologie journalistique, mais ça on ne va pas y revenir, imposerait un minimum de neutralité et d'impartialité. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas sur le dossier israélo-palestinien, comme ça n'est pas le cas dans d'autres dossiers. Je veux dire, quand vous voyez France 2, par exemple, qui, le jour de la mort, de l'assassinat de la jeune, de la petite Lola, au lieu de consacrer 10 minutes, au lieu de consacrer 10 minutes aux causes et aux conséquences qui ont amené au meurtre de Lola, passe 7 minutes à vous expliquer les bienfaits du bifidus actif sur la flore intestinale, vous comprenez immédiatement qu'il y a des sujets qui fâchent, et je parle de France 2 et de TF1. Pourquoi ? Parce que c'est quand même les deux journaux télévisés qui recueillent chaque soir entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. Donc ils ont une force de frappe que n'a pas, par exemple, une chaîne comme CNews, quoi qu'on en pense. CNews, au plus fort, fait 800 000 téléspectateurs. C'est ni TF1, ni France 2. Donc TF1 et France 2 sont... ils agissent avec un logiciel idéologique qui est gaucho-progressiste. Il faut comprendre que si la France était encore française, la question de Gaza et des territoires palestiniens et de la guerre qui se passe là-bas serait une question étrangère traitée par le ministère des Affaires étrangères. Il n'y a aucune raison d'accorder plus d'importance à ce qui se passe au Moyen-Orient, qu'à ce qui se passe en Ukraine, qu'à ce qui se passe en Somalie, qu'à ce qui se passe entre la Chine et les Ouïghours. Ce sont des dossiers internationaux chauds, importants, mais qui sont gérés par le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi, et votre question est extrêmement intéressante, pourquoi aujourd'hui cette question israélo-palestinienne devient presque, même totalement, je dis presque pour éviter de choquer les âmes sensibles, devient une question de politique intérieure française. C'est parce que nous avons en France, et je suis désolé de vous choquer, entre 10 et 15 millions de musulmans, donc c'est-à-dire un tentacule de la Oumma qui se situe en France et qui prend fait et cause pour les Palestiniens et pour Gaza. J'en veux pour preuve une Rima Hassan qui a produit plus de tweets en 48 heures sur la mort de Yahya Sinwar qu'elle n'en a produit sur la France et sur les problématiques des Français en 5 ans. Vous comprenez ? Donc, si vous voulez, je termine en une phrase. Oui. Aujourd'hui, en raison justement du degré de remplacement du peuple français
par un peuple islamo-gauchiste, il l'a dit. eh bien la question palestinienne devient une question de politique intérieure, alors que dans un pays normalement constitué, la question palestinienne est une question de politique étrangère. Votre analyse est quand même... alors, j'entends bien votre désir d'équilibrer absolument les choses pour démontrer que, effectivement, qu'on soit juif ou arabe, tout est pareil en France, etc. Ça n'est pas vrai. Les juifs qui sont mal à l'aise en France retournent en Israël. Les musulmans qui se sentent mal à l'aise en France, d'abord, je ne vois pas quels sont les musulmans qui se sentent mal à l'aise en France, mais toujours est-il que les candidats à l'immigration en France sont majoritairement musulmans. Donc, ça me fait penser que la France n'est pas un pays au racisme systémique et n'est pas un pays qui met en place une islamophobie incandescente, puisque si la France était un pays, si la France était un pays islamophobe ou un pays rejetant les musulmans, je vois pas quelle espèce de masochisme pousserait des millions de musulmans, même parfois à risquer leur vie pour venir s'y installer. Donc effectivement, aujourd'hui, la France est un pays qui accueille majoritairement des musulmans au titre de l'immigration, et je dirais si justement l'antisémitisme systémique que l'on croyait terrassé en 1945 par la chute du Troisième Reich et l'explosion de l'Allemagne, si aujourd'hui il ressurgit à la faveur de certaines immigrations arabo-afro-musulmanes dont certaines ont été biberonnées à l'antisémitisme depuis leur plus jeune âge. Les actes antisémites des Sarah Halimi, des Mireille Knoll, etc. On a compris ce que tu veux dire. Voilà, c'est pas non, c'est pas la prochaine question. C'est pas non, mais je termine. C'est pas des Suédois. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que vous parliez tout à l'heure de Donald Trump. Excusez-moi, Donald Trump est un des rares présidents américains à avoir, poussé les pions de la paix mondiale sur l'échiquier mondial. Qui a négocié les accords d'Abraham qui ont permis aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, de signer des traités de paix avec Israël? C'est Donald Trump. Qui a calmé les velléités de guerre nucléaire de Kim Jong-un? Sinon, Donald Trump. Alors on peut critiquer Donald Trump sur beaucoup de choses, n'empêche que Donald Trump, factuellement, quand on regarde la réalité internationale, le monde a été plus en paix après 4 années de présidence de Donald Trump qu'après 4 années de présidence Obama ou de 4 années de présidence Bush. Donc moi je veux bien ce qu'on veut, mais à un moment il faut quand même lire les faits. Effectivement, aujourd'hui un vrai choc des civilisations, une guerre civilisationnelle qui est menée à la fois de l'Occident contre la civilisation musulmane, et c'est aussi un conflit qui a lieu sur notre territoire. Sur notre territoire, parce qu'il y a évidemment des caisses de résonance sur notre territoire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne crois pas, si vous voulez, encore une fois, moi, je ne suis ni juif, ni israélien. Si je soutiens, il y a certaines personnes qui soutiennent la cause palestinienne parce qu'ils sont soit musulmans, soit de gauche, ils ont un intérêt électoral à soutenir les musulmans de France pour avoir des prébendes électorales. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et je n'ai pas non plus de prébendes parce que bon, la population juive en France, elle ne représente pas non plus des millions de personnes dont je pourrais me prévaloir de leur vote. Donc pour moi, la raison pour laquelle je soutiens Israël dans le combat qu'elle mène contre le Hamas, c'est uniquement parce que je suis français. Comme disait le général de Gaulle, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Il n'a que des intérêts. Moi, je vois que le Hamas a une idéologie qui a frappé au Bataclan, qui frappe à Nice. Il y a un terrorisme de basse intensité dans les coups de couteau, dans les Allah Akbar qu'on entend régulièrement quand il y a des meurtres. Je vois qu'Israël combat le même ennemi que le mien. En tant que Français, je combats le même ennemi. Alors, moi, j'ai pas de problème. En 2015, on me l'a sorti d'ailleurs, il y a des tweets où je soutenais le Hezbollah. Oui, je soutenais le Hezbollah contre l'État islamique. Parce que je pensais, par exemple, que parce qu'il y avait le Hezbollah, au Liban et en Syrie, l'État islamique n'a pas pu étendre son influence sur le Liban. Donc je m'en suis félicité et j'ai soutenu à ce moment-là le Hezbollah. Aujourd'hui, l'État islamique ayant été défait, je n'ai plus aucune raison de soutenir le Hezbollah. Et je terminerai en disant que c'est exactement comme pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, les États-Unis ont étendu le cash and carry et la loi Prebail à l'Union soviétique.
et ils ont livré à l'Union soviétique pour 20 milliards de dollars d'aide pour aider l'Union soviétique dans son effort de guerre. Ça n'a pas empêché les États-Unis, quelques années après, d'être au seuil d'une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Vous comprenez? Donc, évidemment que moi, ma seule boussole, ma seule et unique boussole, c'est l'intérêt supérieur de la France, rien d'autre.